Donc là, je suis à l'aéroport pour prendre mon vol pour le Guatemala demain. Et donc, pour être au plus près, j'ai décidé de prendre une chambre d'hôtel dans l'aéroport. Et donc, ça s'appelle Easy Sleep. Tout est avec badge. Donc là-dessus, pas trop de mystère. On va pas voir grand-chose, je suis désolé. Mais là où c'est incroyable, c'est que ce sont des capsules. Comme vous avez au Japon, pour ceux qui ont déjà pu les voir. Donc voilà, je vais l'ouvrir. Sésame, alors il faut mettre la carte dans le boîtier. Et hop, voilà ma chambre pour la nuit. Donc comme vous voyez, l'espace il est très restreint. À l'accueil, ils m'ont donné une paire de chaussettes et puis des bouchons d'oreilles. Il y a une télé, il y a un miroir, il y a tout pour mettre des prises. Enfin, il y a même l'extincteur. Hein. C'est la petite tablette. Donc voilà. Pour la modique somme de. J'ai payé quoi? 35 €. Ouais, 35 € la nuit. Génial. Eh ben, bonne nuit. Guatemala City, la capitale du Guatemala. Là, je marche dans la rue et je vais à la place de la Constitution, donc la place principale de la capitale. Fait chaud pour pas changer. Bon, alors la place de la Constitution. Les différents monuments, le palais du gouvernement, le tribunal, la cathédrale, le drapeau. C'est beaucoup plus pauvre qu'au Mexique. C'est incroyable le changement et la différence. Le Museo Popol Vuh, donc le musée Popol Vuh à Guatemala City. Donc le Popol Vuh, je vais vous expliquer ce que c'est. C'est un des livres mayas sacrés. Et on a d'entrée de jeu une belle statue de homme chauve-souris, donc c'est Batman, je pense. Bon alors, sinon, c'est quoi ce Popol Vuh? C'est un texte mythologique maya et rédigé à l'époque coloniale et c'est pour le moment le document le plus important dont nous disposons sur les mythes de la civilisation maya. Vous pouvez voir la première couverture de ce document ici à l'écran. Il y est raconté que la création du monde s'est faite à partir du néant décidé par les dieux. Il y a eu plusieurs tentatives pour créer l'humanité. D'abord des hommes de glaise, comme dans la Bible, mais cette tentative fut ratée. Puis les dieux ont créé des hommes faits en bois. Hélas, ces humains étant trop vaniteux, ils furent détruits par un déluge. Puis les dieux créèrent des hommes de maïs qui devinrent l'humanité définitive, mais en restreignant leur intelligence. Puis les Popol Vuh racontent les aventures des jumeaux Unapu et Ixabalanque qui triomphent des seigneurs de Xibalba, l'inframonde, grâce à leur pouvoir et leur métamorphose. Le texte enchaîne sur une histoire généalogique retraçant la vie des descendants des premiers hommes jusqu'aux souverains du monde maya. Déjà que ça ressemble pas mal à la Bible pour la première partie, ce qui est déjà très surprenant au regard de la distance géographique entre l'Europe et le Mexique, et en plus, toute ressemblance avec les chroniques du Nyarku d'Anton Parks ne serait que pure coïncidence, n'est-ce pas?
les jumeaux qui vont dans l'inframonde, ou Abzu, pour vaincre des dieux maléfiques, les dons de métamorphose, les dieux qui essaient plusieurs façons pour créer des humains viables et qui restreignent leur intelligence, et enfin le fait que les humains se divisent alors qu'ils parlaient une seule et même langue à l'origine. Tout ça, ce sont des thèmes développés dans les chroniques du Nyarku. Est-ce qu'encore une fois, Anton Parks serait plus que dans le vrai dans ce qu'il raconte dans ses chroniques? On retourne au musée. Cette salle est consacrée aux femmes du monde maya. Voilà les statues féminines représentées dans le monde maya. Donc, bon, elle n'a pas l'air très contente, elle. Les perforations ritueliques. Donc, la manière dont les mayas se perforaient le corps. Donc là, l'aide de pointe, le site de Rio Azul. Le site de Tikal en construction. Donc là, on voit des centaines d'humains à l'ouvrage. De drôles de personnages. Alors ils mettent que c'est des vases avec des animaux mais mythologiques. Pas pour vous, hein, mais moi ça va me rappeler étrangement ce que je vous avais montré là, les créatures bleues avec ce nez allongé et ces gros yeux globuleux. En tout cas, c'est des monstres qui font pas très envie. Hein. De là à parler d'hybridation génétique, vaut mieux dire animaux mythologiques. Hein, c'est quand même beaucoup plus simple. Là, ils sont vraiment pas beaux, quand même, faut le dire. Hein. Quand c'est pas beau. Toujours ces bons vieux yeux bridés qui jalonnent la statuaire, les vases. Ah bah là, on a un truc intéressant aussi. Hein. Vous avez vu, c'est un croisement de deux serpents entrelacés qui vont nous rappeler la Kundalini qui s'entrecroise dans les chakras au moment une espèce de poussée spirituelle de cette force levée au niveau du sacrum. Là, vous avez des statues avec soit il est pas en bleu, soit il est bleu de nature, voilà, et rouge à côté. Enfin, en tout cas, là, il y en a deux qui ont des points au niveau de ce qu'on appelle le troisième œil ou comment c'est le terme chez les hindous, là, ce qu'ils ont également au niveau du front. C'est étonnant d'en trouver ça chez les Mayas. Encore un personnage mythologique, hein. Alors lui c'est pareil, hein. Personnage bleu, monstrueux, yeux globuleux, alors le nez a été cassé, mais ou peut-être que c'est un nez de chauve-souris. Ah bah lui en tout cas, c'est sûr que c'est une chauve-souris, hein. Un homme chauve-souris. On a vraiment l'incarnation du Batman. Carrément. Carrément le Batman. Ah et là ils ont mis la reproduction du codex de Dresde en papier d'amat. Magnifique. C'est parmi les 4 codex celui qui est pour beaucoup de connaisseurs de la chose le plus important parce que à partir de ce codex, un bibliothécaire allemand a pu commencer à élaborer la théorie du calendrier maya et de tout un tas de choses à partir de ce codex magnifique. C'est tout à fait ça, Romain. Pour un bref rappel de ce sombre passage de la conquête espagnole, au XVIe siècle, les conquistadors et les prêtres, et en particulier celui que vous avez à l'image, Diego de Landa, détruisirent presque l'intégralité des documents mayas qu'ils trouvèrent. Un geste pour l'histoire, hein, sans doute. Fort heureusement, 4 codex furent préservés de la folie obscurantiste et furent précieusement conservés. Ces codex ont reçu les noms des villes dans lesquelles ils sont désormais conservés: Dresde en Allemagne, Madrid, Paris et Mexico. Fabriqués à partir d'écorces d'arbres, ce sont pour l'essentiel des recueils d'almanachs divinatoires, un genre de manuel pour devins. Le codex de Dresde, qui se trouve en Allemagne, est généralement considéré comme le plus important des 4 car c'est le plus complet. On ignore comment il se retrouvait à Dresde, mais en 1880, le bibliothécaire Ernst Forstmann remarque ce petit livre rangé dans la bibliothèque depuis plus d'un siècle. Et, à partir de ce seul document, il réussit à élucider les systèmes numériques, astronomiques et calendaires du monde maya. Belle perf de l'ami Ernst, reconnaissons-le. Il découvrit notamment, comme j'ai pu vous le raconter à de multiples reprises, que les Mayas comptaient le temps avec une précision qui n'a été égalée qu'avec nos instruments modernes. Qui plus est, il découvrit également qu'une certaine date inscrite sur le codex de Dresde, mais aussi sur certaines stèles en pierre, correspondrait à une date très importante dans tout le monde maya, une date
qui serait notamment liée à Vénus. C'est cette date ici en bas à gauche de cette page et que j'agrandis ici. C'est donc cette date que Forstmann va également repérer sur une frise à Palenque ainsi que sur le site Maya de Quirigua dans le sud du Guatemala que je vous montrerai dans une prochaine vidéo. Voyant cette date représentée à 3 reprises sur des lieux différents, Forstmann en conclut que pour les Mayas, elle est susceptible de représenter la création du monde. Alors que pour nous, notre calendrier débute le jour de la naissance de Jésus, apparemment il y a plus de 2000 ans, et bien pour les Mayas, cette date correspondrait précisément au 11 août moins 3114 avant JC, il y a donc plus de 5000 ans. A noter que cette date fait aujourd'hui plus ou moins consensus chez les spécialistes du monde maya. Oui Maurice? Le 11 août moins 3114 avant Jésus-Christ, c'est quand même super précis comme date, non? Il faut vraiment qu'il se soit passé quelque chose d'incroyable pour être si précis, non? C'est tout à fait mon avis, Maurice. Et il se trouve que, comme les archéologues n'ont aucune idée de ce qui a pu se passer à cette date, je tente ma chance. On va d'abord prendre un peu de recul avec cette carte mondiale centrée sur l'océan Pacifique. Si vous observez l'émergence des civilisations humaines un peu partout sur Terre, il est possible d'observer une constante. En effet, après l'apparition de l'agriculture il y a environ 10 000 ans, il semble qu'il se soit passé un événement il y a un peu plus de 5000 ans, puisqu'on voit apparaître vers moins 3150 avant JC le début de l'Égypte antique, avec son dieu le plus connu, à savoir Osiris, souvent représenté par cette couleur bleu-verte, puis vers moins 3300 l'apparition de l'écriture en Mésopotamie, et une de ces déesses que les lecteurs d'A.N.L. Parks connaissent bien, à savoir Inanna Ishtar. Vers 3100, l'émergence de la culture arapéenne et sa fameuse cité Mohenjo-Daro. Le 23 janvier, moins 3102 avant JC, on trouve en Inde le premier jour du calendrier hindou qui marque le début du Kali Yuga, à savoir un âge sombre pour les hindous, puisque correspondant à la mort de Krishna, un des dieux bleus les plus importants de l'hindouisme. Une religion qui compte quand même pas mal de dieux bleus, enfin dieu à la couleur bleue. Étonnant cette peau bleue, vous ne trouvez pas? En tout cas, cette date du 23 janvier moins 3102 avant JC est étonnamment précise puisqu'à 12 ans près, on a le démarrage du dernier compte long du calendrier maya, à savoir le 11 août moins 3114 avant JC. Les Mayas nous ayant laissé eux aussi quelques traces de créatures bleues, des créatures au visage difforme et parfois avec 3 doigts, dont on se demande bien s'il s'agit d'êtres réels ou imaginaires. Tout ce petit bestiaire d'êtres de couleur bleue ou bleu-vert me faisant penser aux protagonistes reptiliens des chroniques du Nyarku d'Anton Parks, des reptiliens extraterrestres incarnés par le héros des chroniques que je vous montre ici, celui qui aura plusieurs noms au cours de ces dizaines de milliers d'années de présence sur Terre, j'ai nommé Osiris, Enki, Saham, et qui a été dessiné par mon ami Franz Slavin, que je salue au passage. Maintenant, si on revient à nos dates, puisque c'était notre point de départ, entre moins 3300 et moins 3100 avant JC, ça nous donne l'impression qu'il s'est passé un événement tel que ça aurait entraîné l'émergence de certaines civilisations comme celle de l'Égypte antique. Et cet événement aurait été tellement important que certains peuples en auraient fait le point de départ de leur calendrier, comme en Inde ou chez les Mayas. Oui, Maurice? Ça fait beaucoup de coïncidences, ça, non? Je suis bien d'accord, Maurice. Et comme le dit le commissaire Gordon dans Batman, vous n'avez plus le droit de croire aux coïncidences. Alors, cet événement pourrait-il avoir un lien avec la planète Vénus, comme le codex de Dresde semble l'indiquer pour les Mayas? Je vais encore une fois m'appuyer sur le travail d'Anton Parks pour étayer cette hypothèse. On va à nouveau prendre du recul et nous situer au niveau du système solaire en moins 11 000 avant JC. Alors là, je vous préviens, on part dans une profonde remise en question de notre histoire. Donc sur l'image, la Terre se trouve ici, là, au niveau de la flèche bleue. Jusqu'à il y a 13 000 ans, donc Anton Parks nous dit que dans le système solaire, il existait certaines planètes qu'on connaît déjà. Mercure, la Terre, Mars, Jupiter. Et je me suis arrêté à Jupiter pour la démonstration. Mais entre Mars et Jupiter, Anton Parks nous dit qu'il existait autrefois une grosse planète dénommée Mulge, accompagnée de son satellite Mulgetab. Puis, vers moins 10 800 avant JC, le dieu égyptien Seth, alias également Enlil, mais également Satan dans plusieurs traditions, aurait fait exploser cette planète Mulge.
Dans le mythe égyptien, Seth est le dieu de la confusion, du désordre et de la perturbation, ainsi que le maître du tonnerre et de la foudre. Donc il aurait fait exploser cette énorme planète, Anton Parks ne nous donnant pas plus de détails sur la façon dont il s'y serait pris. Et il faut s'imaginer l'explosion d'une planète qui faisait peut-être 5 ou 6 fois la taille de la Terre, ça a dû faire un grand boum ou un truc dans le genre. Ensuite, sous l'effet du souffle de l'explosion, son satellite Mulguetab est éjecté hors de son orbite. Et pendant ce temps, les débris formés par l'explosion de Mulgue commencent à former la ceinture d'astéroïdes que l'on connaît aujourd'hui. Alors quelques mots quand même sur le consensus scientifique autour de cette ceinture d'astéroïdes située entre Mars et Jupiter. La plupart des scientifiques considèrent aujourd'hui que cette ceinture est composée de résidus du système solaire primitif qui n'ont jamais formé de planète. Cette ceinture aurait donc des centaines de millions d'années. Cependant, à l'origine, certains scientifiques estiment que le volume global de cette ceinture aurait eu à l'origine une masse équivalente à celle de la Terre. Mais en raison de perturbations gravitationnelles, la majeure partie des matériaux aurait été éjectés à peine 1 million d'années après leur formation, ne laissant finalement que moins de 0,1% de la masse d'origine, soit moins que notre Lune actuelle. Ce qui invaliderait l'idée d'une planète formée puis détruite. Donc pour les scientifiques, il est bien évidemment hors de question d'imaginer une seule seconde que cette ceinture d'astéroïdes proviendrait de l'explosion d'une planète qui aurait existé entre Mars et Jupiter, et encore moins d'imaginer que cette explosion aurait pu avoir lieu il y a 13 000 ans. Si on en revient au récit d'Anton Parks, Mulgue explose et sous l'effet du souffle de l'explosion, son satellite Mulguetab est éjecté hors de son orbite et en changeant brusquement d'orbite suite à l'explosion, elle se serait dirigée vers la Terre. On va zoomer sur le secteur de la Terre, comme ça, pour imaginer qu'en fonction de la trajectoire qu'elle aurait prise, elle aurait pu frôler la Terre en entraînant avec elle des morceaux d'astéroïdes issus de l'explosion initiale, comme une comète qui entraîne avec elle des morceaux de roche dans son sillage. Au passage, vous noterez que, d'après Anton Parks, le terme sumérien Mulguetab signifierait Neberu en acadien ou Neberu en égyptien, d'où d'après lui la confusion avec l'hypothèse Nibiru de Zecharia Sitchin. Les connaisseurs du sujet comprendront, mais ce n'est pas notre propos d'aujourd'hui. Donc, en frôlant la Terre, on peut imaginer que certains astéroïdes dans son sillage auraient pu percuter notre planète il y a 12 800 ans. Une hypothèse d'ailleurs de plus en plus acceptée chez certains scientifiques, pour qui un ou plusieurs astéroïdes se seraient écrasés sur Terre il y a 12 800 ans, soit au moment de la période dite du Drias récent, à la fin de la glaciation. Ce ne sont certes que des hypothèses, il n'y a rien de confirmé. Oui, Maurice? Mais si ça venait à se confirmer, ça montrerait peut-être que ce que raconte Anton Parks c'est vrai, non? Ce serait vraiment extraordinaire. Je ne te le fais pas dire, Maurice. Étonnant comme la réalité rejoint parfois les hypothèses dites alternatives, non? Donc on reprend depuis l'explosion. Mulgue explose, son satellite Mulguetab est éjecté hors de son orbite sous l'effet du souffle de l'explosion. Pendant que la ceinture d'astéroïdes commence à se former, Mulguetab aurait frôlé la Terre avant de poursuivre sa trajectoire dans une orbite improbable et de revenir et de repartir, etc. Ce qui fait que pendant les 7600 ans qui suivront l'explosion, toujours d'après Anton Parks, Mulguetab aurait orbité de manière anarchique autour du Soleil, frôlant à nouveau à de multiples reprises la Terre et provoquant tout un tas de catastrophes sur son passage, avant de stabiliser sa course effrénée et de trouver son orbite actuelle en tant que planète Vénus dans une période située entre -3100 et -3300 avant JC. Expliquant peut-être pourquoi tant de civilisations ont émergé à cette période charnière de l'histoire de l'humanité où en ont fait le démarrage de leur calendrier. L'hypothèse d'Anton Parks étant qu'avant que Mulguetab ne se stabilise en tant que Vénus, les peuples qui avaient connaissance du retour possible de cet astre à proximité de la Terre ne pouvaient pas se permettre de trop se développer, sachant que tout pouvait être détruit à tout moment. Lorsque différents peuples se sont rendus compte que Vénus avait trouvé une orbite stable, et donc qu'il n'y aurait plus de danger dans les millénaires qui suivraient, on peut imaginer que cet événement fut célébré et inscrit comme point de départ d'un nouveau développement, et que Vénus fut vénérée et respectée comme une planète à part. Est-ce que cette hypothèse est crédible pour les scientifiques? Bien évidemment que non.
Néanmoins, ça mérite de se pencher sur les 2-3 étrangetés de cette planète Vénus, en particulier par rapport aux autres planètes telluriques du système solaire que sont Mercure, la Terre et Mars. Alors en quoi Vénus possède-t-elle des particularités? Alors déjà, c'est la planète la plus hostile du système solaire, elle est totalement incompatible avec la vie telle qu'on la connaît, des vents de 400 km/h, des nuages d'acide chlorhydrique et d'acide sulfurique. C'est également la planète la plus chaude du système solaire, il fait 480 degrés à la surface, quand bien même elle n'est pas la plus proche du Soleil, car la plus proche c'est Mercure. Et il fait aussi chaud sur Vénus car son atmosphère est composée à 96% de CO2, le gaz responsable chez nous de l'effet de serre. Sauf que sur la Terre, la teneur en CO2 dans l'atmosphère est de 0,04%, alors imaginez avec 96% de CO2, c'est un vrai four quoi. Enfin, la pression sur Vénus est presque 100 fois supérieure à celle de la Terre, on est écrasé comme si on était au fond d'un océan. Autrement dit, cette planète qui porte le nom de la déesse de la beauté et de l'amour, et qui d'apparence est très belle et très brillante, et en fait, c'est un véritable enfer et elle est complètement invivable. Et si elle est autant brillante, c'est à cause d'une épaisse couche de nuages générée par des milliers de volcans qui empêchent la lumière de la traverser. 80% de la lumière qu'elle reçoit est réfléchie dans l'espace et c'est ça qui en fait l'objet le plus brillant dans le ciel après la Lune, comme ici sur cette photo, où on voit Vénus très nettement. Autre sujet d'étonnement, Vénus est la seule planète à tourner dans un sens rétrograde. En effet, quand les autres planètes tournent dans ce sens, Vénus tourne dans l'autre sens. Origine probable d'après les scientifiques, une collision géante aurait fait basculer sa rotation. Tiens donc, une collision géante ou une explosion géante. Alors est-ce que cette stabilisation de Vénus il y a 5200 ans dans le système solaire est l'événement qui expliquerait pourquoi tant de civilisations ont émergé à cette période charnière de l'histoire de l'humanité ou en ont fait le démarrage de leur calendrier? C'est ce qu'il semble s'être passé chez les Mayas, pour qui Vénus avait une importance primordiale. Les archéologues pensent notamment que les cités mayas lançaient des campagnes de guerre en fonction des phases de Vénus. Donc voilà une hypothèse pour expliquer cette date extraordinairement précise du 11 août moins 3114 avant JC, une date qui, je le rappelle, n'a toujours pas trouvé aujourd'hui d'explication consensuelle auprès des spécialistes. Donc pour les Mayas, cette date serait associée au premier jour d'un nouveau cycle, mais il faisait suite à d'autres cycles qui le précédaient, puisque les Mayas précisent que cette date est également pour eux le début du 4e monde, ce qui est exactement la même chose pour les hindous, qui ont cette date presque similaire aux Mayas, à 12 ans près, une date du 23 janvier 3102 avant JC, qui symbolise pour eux la mort de Krishna et le début du Kali Yuga, âge durant lequel les hindous croient que la civilisation humaine dégénère et qui est aussi dénommé l'âge noir. Alors pour finir cette vidéo, je vais vous montrer à quelle date se termine ce fameux compte long maya qui commence le 11 août moins 3114 avant JC, histoire de finir avec panache. Mais d'abord, on retourne au musée pour introduire ce qui va suivre. Une représentation du temps infini des Mayas, avec l'explication sur une façon de compter en multiples de 20, un kin un jour, un winal 20 jours, un tun 30 tun et un baktun 20 katun. Donc ça c'est pour compter le compte long. Donc un tun est égal à 360 jours, soit presque une année. Le katun, l'unité supérieure, correspond à 20 tun, soit 20 fois 360, qui est égal à 7200 jours. Souvenez-vous, les Mayas comptent avec un système basé sur 20. Et l'unité encore supérieure est le baktun, qui correspond à 20 katun, soit 144 000 jours. Et ce système de comptage se poursuit encore en multipliant des unités supérieures fois 20, ce qui nous donne des chiffres avec plusieurs millions d'années. Et ça, c'est unique aux Mayas. Nous, ce qui nous intéresse, c'est ce que les spécialistes ont appelé le compte long, à savoir 13 baktun, qui correspond à 1 872 000 jours, soit 13 fois 144 000 jours, soit environ 5125 ans. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le compte long. Le tout est de savoir quelle est la date de départ de ce grand cycle d'environ 5125 ans. Vous voyez où je veux en venir, n'est-ce pas? Si on reprend notre date du 11 août moins 3114 avant JC et qu'on y ajoute 1 872 000 jours au jour près, on obtient le 21 décembre 2012, la fin du 4e monde pour les Mayas. Voilà pourquoi cette date du 21 décembre 2012 était aussi précise. Il est important de noter que pour le peuple maya, qui existe
toujours, je le rappelle, eh bien pour les Mayas, cette fin du quatrième monde ne correspondait pas du tout à la fin du monde, mais plutôt à la fin d'un monde, ou plutôt à la fin d'un cycle et au commencement d'un nouveau, ce qui est complètement différent. Je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais on a surtout vu qu'il ne s'était rien passé de concret dans la matière le 21 décembre 2012, même si du côté de Bugarache, notamment, le 21 décembre était attendu de soucoupes volantes fermes, avec près de 200 journalistes venus du monde entier pour assister à un événement qui n'arriva pas. Néanmoins, on peut imaginer qu'il s'est passé quelque chose dans l'invisible et que pour que ça arrive ensuite dans la matière, il faut un peu de temps. On appelle ça l'inertie. Mais Bugarache n'est pas le seul lien qui a été fait avec cette date du 21 décembre 2012. Il y a également eu le film blockbuster intitulé justement 2012, dans lequel la prophétie Maya est répétée à de nombreuses reprises et où on a comme base de scénario le fait que le noyau de la Terre est bombardé de neutrinos suite à une éruption solaire, causant des déplacements de la croûte terrestre, une inversion des pôles, des tsunamis de 1500 mètres de haut, Los Angeles englouti dans l'océan et le supervolcan de Yellowstone qui explose. Bref, la fin d'un monde et l'extinction presque totale de l'humanité par les forces de la nature. Tout un programme. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. La prochaine fois, je poursuis mon voyage au Guatemala, toujours chez les Mayas. Hasta luego!